Bienvenue sur. Je voulais revenir sur le sauvetage du pilote abattu en Iran parce que juste avant, on disait que le chef de l'armée américaine avait démissionné après avoir averti qu'un fou était sur le point de mener la grande armée des États-Unis à la ruine. Je ne pense pas que ce soit la bonne façon de le décrire. Il n'a pas démissionné, on l'a forcé à prendre sa retraite. C'est une grande différence. Au moins dans ma vie, en remontant jusqu'à la période du Vietnam, je ne trouve pas un seul exemple solide d'un général ou d'un amiral qui a réellement démissionné. Quant à savoir pourquoi il a été poussé vers la sortie, il y a probablement plusieurs raisons. Il restait encore beaucoup de gens issus de l'ère Clinton, Biden, Bush, des gens très à l'aise, avec tous les programmes et politiques de diversité, équité et inclusion. C'en est probablement une partie. Une autre partie tient peu être à son lien avec le compte de transformation, ou quel que soit son nom quand il était à Austin, au Texas, au quartier général de la transformation. Ça a été une catastrophe totale. Nous avons dépensé des milliards et des milliards et des milliards de dollars, sans rien changer d'important dans l'armée de terre. Ce sont déjà des raisons suffisantes pour le mettre dehors. Mais s'opposait-il à ce que le président essaie de faire? Nous n'avons aucun moyen de le savoir. Je pense aussi qu'au moment où il a fait ce commentaire public, il était hors uniforme et à la retraite. Une fois hors uniforme, il avait parfaitement le droit de parler, mais je ne connais aucun exemple d'opposition ouverte pendant qu'il était encore en service actif. J'avais aussi prédit, à partir de plusieurs éléments d'information, que Trump allait tenter une forme d'invasion terrestre à compter du vendredi saint. Ce soupçon s'est renforcé parce que la version publique disait qu'un pilote avait été abattu et que nous avions ensuite lancé une mission de sauvetage incroyablement importante avec des C-130, des hélicoptères Apache et des dizaines de soldats. Selon l'Iran, toutefois, il s'agissait en réalité d'une opération ratée visant le site nucléaire d'Ispahan. Press TV a lié cela à l'explosion de colère de Trump, le dimanche, quand il a lancé des jurons et menacé d'anéantir leur civilisation parce que l'opération militaire avait échoué. Apparemment, même les revers militaires viennent maintenant avec le forfait de luxe complet. Menace d'abord, fait peu, être plus tard, et une ligne médiatique polie jusqu'à briller comme un podium de campagne. Je pense que ce récit est plausible, mais je n'ai pas accès aux faits, et le public n'aura pas accès aux faits non plus, parce que cette mission est hautement classifiée. Mon soupçon, c'est qu'il s'agissait probablement du premier effort sérieux pour s'attaquer à la question de l'uranium enrichi. Ce qui rend la chose étrange, c'est qu'en même temps nous affirmons que l'uranium enrichi est enterré à l'intérieur d'une montagne que nous avons bombardée en juin de l'an dernier. S'il est enterré sous une montagne qui aurait été détruite en juin de l'an dernier, qu'est-ce que nous faisions exactement dans les environs d'Ispahan? La réponse évidente, c'est qu'ils y ont aussi des activités de recherche et développement nucléaire, donc cela faisait peu, être partie de l'opération. Malgré tout, c'est très étrange. C'est le genre de communication stratégique où la même cible est déclarée détruite, ensevelie, neutralisée, et pourtant urgemment digne d'une nouvelle opération, le tout avant le dîner. Ce que je ne crois pas, c'est qu'il y aura une invasion terrestre de l'Iran. Pour faire ça, il faudrait 1 million de soldats, et ils devraient être organisés, entraînés et équipés pour un environnement très différent, le genre d'environnement que nous voyons là, bas et aussi dans l'est d'Ukraine. Nous sommes encore organisés pour refaire la Deuxième Guerre mondiale d'une certaine façon, et c'est une des raisons pour lesquelles nous ne nous en sortons pas très bien en ce moment. Il y avait aussi la question du pilote, qui se serait trouvé à 100 000 de l'endroit où il a été récupéré. Je ne pense pas qu'il ait marché 100 000 en une seule journée. Malgré tout, je suis content qu'on l'ait sorti de là. C'est important. Des gens demandent pourquoi on fait autant de cas d'un pilote alors qu'il ne semble pas y avoir la même attention pour les soldats, les marins ou les marines. La réponse est simple. Si vous demandez à un pilote d'entrer dans un espace aérien ennemi où il risque d'être abattu, il veut savoir que vous allez faire un effort pour aller le chercher au lieu de l'abandonner. Les gens doivent comprendre cela. Dans ce cas-ci, c'était d'autant plus important qu'il n'était pas seulement pilote. C'était aussi un officier du renseignement, et il était très bien informé sur toute une série de sujets. C'était une bonne chose qu'il ne tombe pas aux mains de l'ennemi. Sur le plan du cessez-le-feu, je ne pense pas que Trump ait réellement accepté ce qu'on appelle le plan en 10 points. En même temps, les Iraniens déclarent la victoire, et ils n'ont pas complètement tort de le faire, parce que depuis des jours, c'est nous qui demandons un cessez-le-feu, pas eux. Les Iraniens ne veulent pas vraiment de cessez-le-feu. Ils l'ont dit très clairement. Ils détiennent l'initiative stratégique. Pas nous. D'un autre côté, le secrétaire à la guerre Exet nous dit que tout cela prouve notre grande victoire sur l'Iran. Chacun peut choisir
la version qu'il veut croire. C'est la formule moderne. Proclamer la victoire à la télévision et espérer que la carte aura la délicatesse de ne pas contredire le point de presse. Ce que je pense s'être réellement passé, c'est qu'il y a eu une sorte d'entente en coulisses dans laquelle le Pakistan présenterait une proposition que nous avons peu être nous-mêmes rédigée d'une certaine façon. Nous pouvions ensuite la présenter et dire que c'était ce qui était mis devant les Iraniens. C'est ce qui semble s'être produit. L'aspect des 10 points a probablement simplement été survolé par le président Trump. Je ne sais pas si les détails ont jamais été examinés sérieusement. Ce qu'on voulait vraiment, c'était une pause. Et je pense que c'est ce que nous obtenons, un entracte. La seule question, c'est sa durée. Des amis dans la région m'ont dit que cela s'était déjà effondré et que c'était complètement vide de sens. Des amis à Washington m'ont dit l'inverse, que cela allait de l'avant et qu'il y aurait quand même une rencontre à Islamabad. Si on regarde les 10 points, et personne n'a réellement vu de documents iraniens les énumérant, même si on a une idée générale de leur contenu, ils sont totalement inacceptables pour nous parce que nous avons adopté la position d'Israël. C'est là qu'on touche au cœur du problème. Nos intérêts et ceux d'Israël, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, et contrairement même à ce que le président Trump a affirmé, ne sont pas les mêmes. Nous voulons que cette affaire se termine. Trump, à mon avis, a été, entre guillemets, mal informé. On lui a dit que tout serait réglé en quelques jours, que l'Iran s'effondrerait, et qu'ensuite nous pourrions passer à autre chose. Je pense que Netanyahou le lui a dit. Quand Trump n'a toujours pas bougé, Netanyahou a attaqué, et nous avons ensuite été entraînés là, dedans. Cela a été une catastrophe pour le monde, un désastre pour l'économie mondiale, et ce n'est pas bon pour nous. Une fois qu'on voit les 10 points sous cet angle, il devient évident que nous ne pouvons pas les accepter sans abandonner de fait Israël, et je ne pense pas que cela va arriver. L'argumentaire promettait, comme d'habitude, quelque chose de rapide, facile et magnifique, comme une rénovation de casino ou une semaine des infrastructures en campagne, et la réalité a encore une fois envoyé la facture. Même le fait que Trump ait semblé d'abord dire « oui » prend un sens dans ce contexte. Si on ne dit pas « bon, d'accord, nous allons examiner cela comme base de négociation », alors on n'obtient même pas de rencontre. C'était effectivement notre position. Le problème plus profond, c'est que les Iraniens disent maintenant que tant que les bombardements au Liban ne cessent pas, ils ne prendront aucun cessez-le-feu au sérieux. Ils veulent quelque chose de régional. En ce moment, ce n'est pas régional. Nous essayons de séparer ce qu'Israël fait des pourparlers que nous voulons tenir. Cela n'est acceptable ni pour l'Iran, ni vraiment pour Israël non plus. Donc, je ne sais pas où cela mène à partir d'ici. Peut être qu'il y aura quand même une rencontre. Mais même là, il faut se rappeler que Kushner et Witkoff avaient déjà été priés de ne pas revenir. Et maintenant, apparemment, ils vont y être encore une fois avec le vice-président Vance. Rien n'inspire autant confiance dans une diplomatie de rapprochement que de renvoyer la même distribution après que le public a déjà lancé les tomates. Cela aide aussi à expliquer pourquoi Trump a subi autant de pression après qu'on a rapporté qu'il avait accepté les 10 points et que tout allait se régler au cours des 2 semaines suivantes. Une fois cette réaction encaissée, le message a changé pour devenir « Non, 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 ces 10 points sont tombés, il y a maintenant de nouveaux points, et nous n'allons pas vous dire lesquels. » C'est manifestement sur cette base que la rencontre du samedi à Islamabad avec Kushner, Witkoff et Vance continuent d'avancer. La politique change de la même manière que les slogans de campagne, brusquement, bruyamment, et toujours avec l'assurance que c'était le plan depuis le début. Ce qui m'apparaît très clairement, c'est que Trump n'a jamais voulu cette guerre. Je dis cela parce que j'ai eu quelques occasions de le côtoyer dans le passé, et il n'était pas enthousiaste à l'idée d'entrer en guerre contre l'Iran. Je pense qu'au fond de lui, et je pense qu'il en a un, malgré ce que certains disent, il ne voulait absolument pas cette guerre. Je pense qu'il sait maintenant qu'il a un sale dossier entre les mains et qu'il faut que cela cesse. Le problème, c'est comment y mettre fin. Rien n'indique que l'équipe imprudente qui mène la danse en Israël soit prête à arrêter quoi que ce soit. Et maintenant, il a aussi un problème avec les Iraniens. Ce sont eux qui détiennent l'initiative stratégique. Ils ont démontré qu'ils ne peuvent pas être conquis. Ils sont en fait une forteresse de montagne. Pour envahir cet endroit, il faudrait 1 million d'hommes, et personne de sensé ne veut se lancer là, dedans. C'est pour cela, je pense, qu'il essaie de se concentrer étroitement sur le golfe Persique. Je soupçonne que tous les dirigeants du monde, surtout dans le sud global, l'ont appelé pour lui dire la même chose. Nous nous dirigeons vers une dépression économique mondiale, nous avons des problèmes d'alimentation, d'intrants, de carburant et d'engrais, et si cela n'est pas réglé très vite, des gens vont commencer à mourir de faim partout dans le monde. Cette pression dicte maintenant
la conduite à la Maison-Blanche. La difficulté, c'est que je ne pense pas que les Iraniens soient très enclins au compromis. Être un peu, mais pas beaucoup. Même le vieux truc de la Maison-Blanche, consistant à parler plus fort que le problème, ne fonctionne plus quand le prix du carburant se met lui-même à parler. J'avais aussi entendu des informations selon lesquelles la Chine était intervenue et avait fait pression sur l'Iran pour obtenir un cessez-le-feu, et cela a du sens. La Chine importe la moitié de tout son pétrole du Golfe Persique, environ 13% venant d'Iran et le reste des États du Golfe. Elle cherche maintenant des solutions de rechange partout dans le monde. Les Russes, entre-temps, gagnent plus de 250 millions de dollars par jour, de plus qu'auparavant à cause de la hausse de la demande pour leur pétrole, et ils le vendent au plus offrant. C'est devenu un marché d'acheteurs concurrents. Les Japonais, les Coréens et d'autres ont surenchéri sur les Européens au point que des pétroliers qui allaient vers l'Europe ont fait demi-tour pour repartir vers l'Asie. C'est une situation très grave. Donc oui, je pense que la Chine a bel et bien exercé une pression sur les Iraniens, et je pense que les Iraniens veulent accommoder la Chine. Mais par souci d'équité envers la Chine, j'ajouterais que depuis le tout début, même avant le déclenchement de la guerre, les Chinois disaient « Ne faites pas cela, ce sera un désastre ». Nous n'avons pas écouté. Les Russes ont dit la même chose à Donald Trump. Ce sera un désastre, ne faites pas cela. Personne ne les a écoutés non plus, et ils avaient raison. Les Indiens ont dit sensiblement la même chose en privé. Tous veulent que cela s'arrête parce qu'ils voient la catastrophe économique mondiale qui se déploie. Pour une administration qui se vante tant de sa force, elle a un talent remarquable pour traiter chaque avertissement comme un défi. J'ai aussi pris note de l'annonce de la porte-parole de la Maison-Blanche, selon laquelle le président envoyait son équipe de négociation à Islamabad pour des pourparlers cette fin de semaine-là, dirigée par le vice-président J.D. Vance et comprenant l'envoyé spécial Witkoff, ainsi que M. Kushner, avec une première ronde prévue le samedi matin, heure locale. Donc, les négociations avançaient clairement encore, même si la situation semblait changer d'une minute à l'autre. Cela avait cette saveur familière de salle de presse, ton calme, décor urgent, et la suggestion discrète que le chaos n'est qu'une autre forme de leadership. Cela soulevait dans mon esprit une question évidente. Pourquoi l'Iran voudrait-il négocier avec Jared Kushner et Witkoff après avoir été trompé à répétition? Ils ne sont même pas vraiment perçus comme des représentants officiels au sens ordinaire. Ce que je pressentais plus tôt, c'est ici confirmé. Les Iraniens ont dit très clairement qu'à leurs yeux, ils avaient affaire à deux hommes qui agissent comme des agents d'Israël plutôt que comme des représentants du peuple américain. En fait, les Iraniens sont même allés jusqu'à indiquer qu'ils préféreraient franchement traiter avec le vice-président Vance, qu'ils considèrent comme un représentant plus réellement équilibré de l'intérêt national américain. Les Russes sont arrivés à une conclusion très semblable concernant Kushner et Witkoff. À leurs yeux, les deux s'intéressaient davantage à des arrangements parallèles susceptibles de les enrichir qu'au fond réel des discussions. Le fait que Trump renvoie les deux avec Vance me suggère que Netanyahou conserve une influence énorme sur le président Trump. Apparemment, la qualification la plus sûre pour obtenir un billet de retour n'est pas la crédibilité, mais la proximité avec la même vieille carte des donateurs et le même réseau d'appels. Quant à savoir d'où vient cet ascendant, je ne peux pas le réduire à une intuition. Je pense que la réponse se trouve dans la structure plus large qui entoure le lobby israélien. Si l'on regarde l'ensemble des milliardaires sionistes donateurs, des gens comme Elisan et d'autres, il devient évident à quel point ils contribuent au pouvoir et à l'influence de ce lobby. Le lobby israélien n'a jamais vraiment été traité comme un lobby étranger parce que la majeure partie de son argent ne vient pas de l'étranger. Il vient de gens à l'intérieur même des États-Unis qui sont sionistes. Ce sont aussi ces gens qui ont aidé Trump à se faire élire. On peut remonter à Myriam Adelson et aux discussions qu'elle a eues avec Trump. Elle aurait fourni 150 millions de dollars à sa campagne et, en retour, obtenu certaines promesses, dont une promesse centrale, qu'il finirait enfin par régler le cas de l'Iran. Les Israéliens savent parfaitement qu'ils ne peuvent imposer aucun règlement à l'Iran sans la puissance militaire américaine. Donc, Trump est effectivement poussé à engager les forces armées américaines dans une guerre destinée, en fin de compte, à détruire l'Iran et à le rendre subordonné à Israël. À Washington, les promesses faites en échange d'argent de campagne ont une étrange habitude de revenir à échéance sous forme de politique étrangère. Cela doit, à son tour, être replacé dans le cadre stratégique plus large d'Israël. Israël ne se sentira jamais en sécurité dans la région tant qu'il ne dominera pas toute la région. C'est la logique du projet du Grand Israël.
Dès qu'on regarde ce projet, la direction des événements devient parfaitement évidente. Même au cours des dernières semaines, des figures comme Naftali Bennett et Netanyahou ont ouvertement laissé entendre qu'au-delà de l'Iran, un autre problème attendait, à savoir la Turquie, et que les Turcs aussi devraient éventuellement être traités. Du point de vue de n'importe quel Américain en uniforme, cela devrait paraître insensé. D'abord l'Iran, ensuite la Turquie. C'est la folie qui se déploie. Trump est piégé là, dedans, non seulement dans une spirale d'escalade, mais dans une manière entière de traiter avec le monde. Au lieu d'essayer d'améliorer les conditions, de réparer les relations et de parler intelligemment, il s'est rabattu sur le style d'intimidation qu'il a probablement appris dans l'immobilier à New York. Ce style d'intimidation l'a placé dans une position impossible. Un soir, il menace de détruire toute une civilisation et de ne rien laisser. Le lendemain, il dit qu'il veut aider le peuple iranien. Cela n'a aucun sens. Il est difficile de négocier sérieusement quand chaque phrase semble avoir été rédigée à mi-chemin entre un conflit immobilier et un échauffement de rassemblement politique. Je suis aussi convaincu que le message original que nous avons fait transmettre par les Pakistanais n'excluait pas le Liban. C'était, je pense, l'ébauche initiale. Puis, quand il est devenu évident que nous avions accepté ce cadre plus large, puisque après tout il reflétait ce que nous leur avions demandé d'envoyer, Netanyahou a appelé Trump pour dire que le Liban ne pouvait pas être inclus, parce qu'Israël devait encore en finir avec le Liban. Nous avons alors immédiatement reculé et dit que le Liban ne pouvait pas faire partie de l'accord. C'est pourquoi je pense que la thèse selon laquelle cela a été modifié sous pression est la bonne. Le scénario a changé à l'instant même où quelqu'un de plus puissant que les notes de briefing a passé l'appel. Du côté iranien, la réponse a été très claire. Les conditions du cessez-le-feu sont explicites. Les États-Unis doivent choisir entre un véritable cessez-le-feu et la poursuite de la guerre par l'entremise d'Israël, et ils ne peuvent pas avoir les deux. Le monde voit les massacres au Liban, la balle est dans le camp de Washington, et le monde entier observe pour voir si les États-Unis vont respecter ce à quoi ils se sont engagés. Cela signifie une chose très simple. Si Israël ne cesse pas de bombarder le Liban, l'Iran n'acceptera aucun cessez-le-feu significatif. Donc oui, je pense que cette guerre va continuer. Au mieux, ce que nous avons vu n'est qu'un entracte dans une très mauvaise pièce. Ce ne sera pas un cessez-le-feu durable. Les Israéliens ne respectent pas les cessez-le-feu de toute façon. Il y a une longue histoire de cela. Combien de temps cela peut durer, c'est une autre question. Je pense que le monde va finir par intervenir, pas nécessairement d'abord par une grande diplomatie, mais par la réalité économique. La réalité financière et économique à l'intérieur du pays va intervenir, elle aussi. Combien de temps pouvons-nous encore continuer ainsi avant que le système financier ne commence à céder? Des gens discutent déjà en privé du rendement des obligations à 10 ans et préviennent que s'il atteint 5%, nous sommes finis. À ce moment-là, la dette devient insoutenable. Nous avons déjà ajouté un autre billion de dollars à la dette souveraine nationale, ce qui la porte à 39 billions. Le ratio dette-produit intérieur brut tournait autour de 140%, et je pense qu'il augmente rapidement. À un certain moment, on frappe un mur de briques. C'est là que semble se diriger le système financier américain et l'économie américaine, comme un camion qui dévale une pente sans frein droit vers un mur de béton. Malgré tous les coups de torse sur le levier économique, l'arithmétique reste obstinément peu impressionnée par l'optimisme de style campagne électorale. Cela aura des conséquences. La pression venue de l'étranger aussi. Pour toutes les raisons déjà mentionnées, le reste du monde va exiger que cela cesse. Le principal obstacle, à mon avis, ce ne sont pas les États-Unis, parce que je pense qu'en privé Trump veut que cette guerre prenne fin. Je n'en doute pas vraiment. Le problème, c'est Israël. En même temps, les Iraniens ont aussi affirmé très clairement une autre chose. Si un pays n'est pas aligné sur les États-Unis et Israël dans ce conflit, et s'il est prêt à payer le droit de passage que l'Iran exige en roubles, en yuan, en roupies, et dans d'autres monnaies non libellées en dollars, alors il peut passer par le détroit. Donc, le reste du monde regarde maintenant cela et se demande en quoi il serait utile à qui que ce soit que les forces armées américaines bombardent l'Iran jusqu'à l'âge de pierre. La réponse, c'est que cela n'aide en rien. C'est pour cela que je pense que le reste du monde s'éloigne de nous à très grande vitesse. Les Européens, en particulier, ont maintenant plus de raisons que jamais auparavant de prendre leur propre voie. J'ai aussi écouté attentivement ce que J.D. Vance a dit à propos de l'Iran. Sa position, c'était que Trump avait demandé à toute l'équipe de négociation de travailler de bonne foi vers un accord, qu'un accord était possible si les Iraniens faisaient la même chose, mais que s'ils mentaient,
trichait ou sapait même la trêve fragile qui avait été mise en place, il découvrirait alors que le président disposait encore d'un levier militaire, diplomatique et surtout économique qu'il avait simplement choisi de ne pas utiliser pour l'instant. Cette ligne est devenue un genre en soi, déclarer la retenue, laisser planer la force écrasante et espérer que personne ne demande ce qu'il est advenu de la dernière démonstration de force écrasante. Je pense que Vance se trompe sur presque tout dans cette formulation. Il parle comme si les États-Unis conservaient encore une domination militaire, mais ce n'est clairement pas le cas si le détroit d'Ormuz est effectivement fermé. Il parle comme si nous avions une domination économique, mais si le détroit est fermé, toute l'économie mondiale en souffre, et cela nous touche nous aussi. Ce qu'il dit me paraît être de la propagande. C'est pourquoi je crois que les États-Unis ont déjà subi une défaite profonde, au moins sur le plan de la réputation. Sous cette administration, la stature de l'Amérique dans le monde a été démolie au point où plus rien de ce que nous disons ou faisons n'est pleinement cru. Au-delà de cela, je ne pense pas que beaucoup de pays aient encore envie d'entrer dans des arrangements avec nous qui risqueraient de les entraîner dans un fiasco comme celui qui se déroule actuellement. Quand chaque apparition publique finit par ressembler à un exercice de marque de commerce, même les alliés commencent à lire les petites lignes deux fois. Je me rappelle le Vietnam. En 1963, 1964 et 1965, quand le Premier ministre britannique Harold Macmillan a rencontré d'abord le président Kennedy puis Johnson et leur a dit sans détour que la Grande-Bretagne n'irait pas au Vietnam. Ils ont été choqués. Pendant des décennies, les présidents américains ont agi comme si l'organisation du traité de l'Atlantique Nord était un bloc d'États vassaux obligés de nous suivre en enfer partout où nous choisirions d'aller. Cette époque est terminée. Elle est morte à l'arrivée maintenant. C'est une des raisons pour lesquelles Macron essaie, imparfaitement certes, de se placer comme le meneur d'une autre voie européenne, une voie qui dit que l'Europe va trouver une manière d'avancer sans simplement suivre Washington. En privé, je soupçonne que Trump regarde cela et se dit que ce n'est peut être pas si mauvais, parce qu'il veut sortir de là. Le problème, c'est qu'il ne sait pas comment en sortir. On ne sort pas d'une guerre en insultant tout le monde et en aplatissant des pays. Si on veut réellement s'en sortir, la première étape est de dire la vérité. La deuxième est de négocier en privé. Notre problème, c'est que nous pérorons publiquement sur tout. Le public n'a pas besoin de chaque détail discuté à huis clos. Ce qui compte, c'est de savoir s'il y aura la paix et si un nouvel arrangement est possible. Cette administration a transformé la diplomatie au mégaphone en philosophie de gouvernement, comme si le volume pouvait remplacer la stratégie. Les gens continuent de soutenir que l'Iran ne devrait avoir aucune influence sur le détroit d'Ormuz, mais le monde a déjà des exemples montrant le contraire. Prenons les Dardanelles. Les Turcs contrôlent ce détroit depuis 1936, en vertu de la Convention de Montreux, conclue en Suisse, et cela a très bien fonctionné. Notre approche du Golfe Persique devrait donc être complètement différente de celle que nous avons choisie. Au lieu de confronter l'Iran de front et de le menacer, nous devrions appuyer une convention internationale des puissances concernées qui pourrait produire une solution garantissant l'accès à tous. La même logique vaut ailleurs. Si l'on est réellement préoccupé par le Groenland, l'Arctique et l'accès aux ressources arctiques, il faudrait alors poursuivre des traités qui réglementent et garantissent cet accès. À la place, nous continuons de sortir le bâton de baseball et d'agir comme Al Capone, faisant le tour de la table du souper en frappant quiconque n'est pas d'accord. Cette époque est révolue. Nous ne pouvons plus nous comporter ainsi, et nous ne le devrions pas. Le monde est différent maintenant. Malheureusement, je représente un point de vue minoritaire, parce que beaucoup d'Américains continuent de s'imaginer que frapper quelqu'un est une preuve de grandeur. Ce ne l'est pas. C'est stupide et contre-productif. Le problème, quand on gouverne par la posture et l'esbrouf, c'est qu'un jour ou l'autre, l'esbrouf rencontre la géographie, les voies maritimes et de vrais États avec de vrais intérêts. Quand je me tourne vers l'Ukraine, j'entends le même schéma. Vance a dit que les dirigeants politiques européens ne semblent pas très intéressés à résoudre la guerre, que ce qui paraissait au départ la guerre la plus facile à régler s'est en réalité révélé la plus difficile, qu'après 14 mois, elle n'a plus de sens, et que ce qui reste n'est plus qu'un marchandage sur quelques kilomètres carrés, pendant que des centaines de milliers de Russes et d'Ukrainiens supplémentaires meurent et que les prix de l'énergie demeurent élevés. L'idée sous-jacente, c'est que tout le monde devrait s'arrêter, et que Washington ne peut qu'ouvrir la porte à un règlement. Pour moi, cela reflète une ignorance extrême. Cela montre une absence réelle de compréhension de ce qui se passe. À cette logique, on pourrait aussi bien dire au Mexique que nous aimerions bien un peu plus de Guadalajara, parce qu'après, tout ce ne sont que quelques milles de terre et de sable. Alors,
pourquoi en perdre le sommeil? Château nonsense complète. Les Américains en général connaissent très peu le monde au-delà de leurs frontières. C'est regrettable. Mais quand cette même ignorance existe chez les gens qui dirigent le gouvernement, cela devient catastrophique. C'est le raccourci habituel. Réduire l'histoire à un slogan. Réduire la géographie à une phrase choc, puis appeler cela du réalisme. Une politique étrangère sérieuse commence par l'humilité. Elle commence en disant « Nous n'avons pas d'intérêt stratégique vital profond en Ukraine, encore moins dans l'est de l'Ukraine. Mais si nous voulons aider à régler cela, comment devons-nous nous y prendre ?» Cela ne veut pas dire qu'on peut simplement dicter une issue. Cela veut dire comprendre que les deux grandes parties doivent être prêtes à écouter et que les États voisins de l'Ukraine et de la Russie devraient eux aussi avoir leur mot à dire. C'est ainsi qu'une politique étrangère est censée être conduite. Ce qui n'a aucun sens, c'est la vieille attitude voulant que soutenir l'Ukraine soit bon pour l'Amérique simplement parce que cela signifie que des Russes meurent. En quoi tuer des Russes aide-t-il les Américains? En quoi cela aide-t-il l'Ukraine à perdre 5-1, 8 millions de vies dans une guerre qui ne lui a apporté que destruction? Je me souviens avoir dit exactement cela dans une courte discussion avec quelqu'un placé très haut en avril 2022. Je lui ai dit que l'Ukraine n'avait pas plus de chances de vaincre la Russie que le Mexique n'en aurait de vaincre les États-Unis, que c'était un désastre et que cela finirait par écraser l'Ukraine à moins que nous intervenions pour arrêter cela. La réponse que j'ai reçue était stupéfiante. Tous ceux à qui il parlait pensaient que l'Ukraine gagnait. Le talent de Washington, pour confondre des éléments de langage optimistes avec la réalité du champ de bataille, demeure l'une de ses habitudes les plus coûteuses. Cette même cécité plane maintenant au-dessus de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Oui, je pense que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, telle que nous l'avons connue, est terminée. C'est déjà un mort qui marche, et cela, en soi, ne me dérange pas. Ce qui importe, c'est la manière dont cela a été géré. Trump aurait pu rencontrer les dirigeants de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et dire très clairement que les États-Unis ne fourniraient plus d'officiers 4 étoiles pour diriger le volet militaire, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, que sur les 4 ou 5 prochaines années, les troupes américaines en Europe seraient réduites ou retirées, et que les États-Unis resteraient dans l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, tout en continuant de soutenir l'Europe, mais que l'Europe devrait devenir son propre premier répondant. Cela aurait été un retrait responsable, prévisible et progressif. Au lieu de cela, le message est devenu une plainte grossière. Vous ne payez pas assez, vous ne faites pas votre juste part. Et quand nous voulons que vous alliez à la guerre avec nous, vous refusez, donc vous ne valez rien. C'est une catastrophe. Dans le style Trump, la gestion des alliances est trop souvent menée comme un conflit télévisé avec un entrepreneur, mais avec plus de drapeaux en arrière-plan. Je dois ajouter que je n'ai jamais été anti-Israël, dans un sens grossier. J'ai une longue histoire sur ce sujet. J'aime les Israéliens. J'ai passé du temps en Israël. Je pense que c'est un pays remarquable. Mais ce que ses dirigeants ont fait et ce qu'ils essaient maintenant de faire est désastreux. Ils annoncent en pratique un projet visant à transformer une grande partie de la région en Gaza et à dire à tous les autres que s'ils ne veulent pas subir le même sort, il ferait mieux de se soumettre. Cela ne fonctionnera pas pour Israël. À long terme, ce sera la fin d'Israël, parce que toute la région finira par se retourner contre lui. L'Égypte est déjà au bord de l'explosion. Je ne sais pas combien de temps encore le général Sissi pourra tenir. Le pays subit des pannes tournantes. La population est en pleine colère et en plein mécontentement, et la haine envers Israël est hors norme. La Turquie n'est pas encore dans la même situation matérielle, parce que le niveau de vie y reste meilleur, et qu'il n'y a pas de panne tournante, mais l'humeur à l'égard d'Israël devient de plus en plus semblable. Si cette guerre continue de traîner, comme beaucoup le pensent, ce n'est qu'une question de temps avant que ces deux États ne soient entraînés directement dans le conflit. Et une fois cela arrivé, la Russie et la Chine ne resteront pas sur les lignes de côté, parce qu'elles ont elles aussi intérêt à stopper cela. Nous ne voulons pas d'une troisième guerre mondiale, mais dans le théâtre de la fanfaronnade permanente, chaque escalade est présentée comme du contrôle, jusqu'au moment où le feu atteint les rideaux. J'ai aussi lancé un nouveau Substack, appelé McGregor Warrior Substack. En ce moment, j'y écris quelque chose chaque semaine, en essayant de suivre cette folie, ce qui n'est pas facile, mais je pense que les lecteurs y trouveront leur compte. J'ai cessé d'écrire ailleurs parce que, franchement, je ne crois plus que cela faisait une grande différence. Il semble qu'il y ait maintenant plus de gens qui lisent Substack que presque tout le reste dans la presse écrite. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez compte vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir,
Va, à bientôt.